Il faisait très froid. Certains témoignages disaient qu'il neigeait, et les marins à bord de ces 30 navires ne savaient pas où ils allaient faire la guerre. Ils ne savaient même pas qui était l'ennemi. Certains pensaient qu'ils se dirigeaient vers Singapour. D'autres supposaient Hong Kong. Mais aucun d'entre eux, pas un seul des 16 000 hommes à bord, ne connaissait la vérité. Toutes les communications radio avaient été coupées. Des mesures spéciales avaient été prises pour empêcher que des déchets soient jetés par-dessus bord, de peur qu'un simple débris ne trahisse leur position. Ils formaient un carré en pleine mer, sur plusieurs kilomètres, naviguant en silence, toujours dans la crainte que un bateau de pêche, un avion de patrouille américain, n'importe qui n'apparaisse dans le ciel au-dessus d'eux. Car si cela arrivait, si un seul navire américain, un bateau de pêche, si qui que ce soit croisait l'ensemble de la marine japonaise en mer, le plan s'effondrerait. Tout reposait sur la surprise, et uniquement sur la surprise. Considérez ce qui était en jeu. Si quelqu'un apparaissait dans le ciel au-dessus d'eux, tout le plan japonais serait anéanti. Tout dépendait du secret, tout dépendait d'atteindre leur destination sans être détecté. Et chaque heure de ce long voyage glacé, chaque mille d'océan ouvert, était une nouvelle occasion pour que tout s'écroule. C'était le plus grand rassemblement de puissance aéronavale de l'histoire. 30 navires transportant 408 avions et 16 000 hommes parcourant 4 000 miles à travers l'océan Pacifique. Ils se dirigeaient pour attaquer un pays 10 fois plus riche et plus puissant que le leur, dans l'un des paris militaires les plus audacieux de toute l'histoire. Leur commandant avait calculé qu'ils n'avaient que 50% de chances de réussir, et l'échec ne signifierait pas seulement la défaite, il signifierait l'anéantissement. Ce serait un suicide. En 1905, après 18 mois de combat contre la Russie impériale, la guerre s'était achevée par une victoire stupéfiante. Le Japon, une petite nation insulaire, était sorti triomphant face à l'un des grands empires européens et le monde fut choqué de voir que ce vaste empire tsariste pouvait être battu sur le champ de bataille par ce que certains en Occident qualifiaient avec condescendance de « ces petits gens amusants d'un chapelet d'îlots large de la côte est de l'Asie ». Mais pour les Japonais, cette victoire signifiait quelque chose de bien plus profond. Cela les convainquit qu'ils devaient être considérés comme une puissance mondiale. Ils avaient enfin fait leur entrée sur la scène internationale en tant que force militaire sérieuse. Une décennie plus tard, lorsque la Première Guerre mondiale éclata et que les forces impériales allemandes commencèrent à avancer en Chine, le Japon s'allia à la Grande-Bretagne pour les en chasser. Grâce aux Japonais, les Alliés remportèrent une victoire clé et par la suite, le Japon obtint une place à la table des grandes puissances. Il faisait partie des 5 pays invités à la conférence de paix de Paris. Les Japonais n'eurent pas un rôle majeur, mais ils étaient présents et ils apportèrent avec eux une proposition, une clause d'égalité raciale dans le traité d'après-guerre. Le Japon demanda aux Alliés d'accorder à ses citoyens une immigration plus libre vers des pays occidentaux comme l'Australie et les États-Unis. Leur demande fut rejetée et les Japonais rentrèrent chez eux furieux, mais leurs dirigeants persévérèrent, ayant récemment transformé leur société féodale en une démocratie parlementaire. Ils espéraient que leur nouveau système politique les rapprocherait de l'Occident. Une fois de plus, ils furent repoussés lorsque les États-Unis interdirent à toutes les personnes non blanches d'entrer sur leur territoire. Les Japonais étaient inclus. Ce type de discrimination était manifeste. Les références au prétendu « péril jaune » étaient courantes, et cela suscita chez les Japonais un profond ressentiment. Ils avaient le sentiment d'être encore traités comme une puissance de second rang, alors qu'en réalité, ils disposaient d'une armée de premier ordre. La vision des Britanniques et des Américains était, à bien des égards, raciste. Et il en résulta un mélange toxique, montée du militarisme, griffe envers l'Occident et fierté nationale blessée. Puis survint le choc qui brisa ce qui restait de l'ancien ordre. En 1929, la Grande Dépression américaine envoya une onde de choc à travers le monde qui atteignit les marchés japonais. L'économie subit un coup dévastateur. Au début des années 1930, la situation était extrêmement misérable. La demande de soie s'effondra. De nombreux récits évoquent des agriculteurs en difficulté, contraints de vendre leurs filles à la prostitution simplement pour survivre. Le Japon à genoux et la porte internationale fermement close, le pays se replia sur lui-même à la recherche d'une solution, inspirée par les anciens codes et traditions des samouraïs. Un mouvement nationaliste d'extrême droite gagna en influence. D'abord, il prit le contrôle de l'armée, puis il commença à infiltrer le gouvernement civil. La démocratie parlementaire japonaise fonctionna pendant un temps, puis progressivement les partis commencèrent à éprouver des difficultés. Des scandales éclatèrent, la corruption se répandit et les militaires commencèrent à intimider. À ce moment-là, la démocratie parlementaire cessa véritablement de fonctionner, ouvrant la voie à la prise de pouvoir par l'armée. À la tête de celle-ci se trouvait un général ultranationaliste, fils d'un samouraï vénéré.
vénéré. Il s'appelait Hideki Tojo. C'était un combattant militaire redoutable, avec une vision de la manière de transformer un Japon appauvri en une nation riche et puissante. Tojo était un homme brillant, certainement un très bon administrateur, mais il avait aussi l'esprit relativement étroit. Ahmed. Il avait peu voyagé. Il considérait le monde entièrement sous un angle militaire, et sa solution à tout problème était une solution militaire. Pour Tojo, le temps des demandes polies pour obtenir une part égale dans le Pacifique était révolu. Il représentait un courant d'opinion au Japon qui estimait que le pays devait adopter une ligne très dure face aux puissances occidentales. Et, en vérité, les Japonais n'avaient pas complètement tort. Une grande partie de l'Asie était aux mains de l'Occident. Les Néerlandais contrôlaient ce que nous appelons aujourd'hui l'Indonésie. Les Français contrôlaient l'Asie du Sud-Est. Les Britanniques détenaient Singapour, la Malaisie et Hong Kong. Les États-Unis possédaient les Philippines. Les Japonais pensaient que l'Asie devait appartenir aux Asiatiques. Mais l'obsession de Tojo pour ces territoires occidentaux n'était pas purement idéologique. Elle était pratique. Le Japon disposait de très peu de ressources naturelles, pratiquement pas de pétrole, pas de charbon, rien en matière de combustibles essentiels pour être une grande puissance. Ces ressources se trouvaient dans les territoires contrôlés par l'Occident. En 1931, l'armée de Tojo envahit la province chinoise de Mandchourie, une région riche en charbon et en fer. Les puissances occidentales, ayant des intérêts dans le Pacifique, devinrent inquiètes. Un sommet international fut convoqué et les autres nations acceptèrent d'aider la Chine à résister au Japon. Pour les délégués japonais, c'était une abomination. L'Occident avait volé, occupé et pris des terres partout en Asie, et se voir refuser le même privilège apparaissait aux Japonais comme rien d'autre que de l'hypocrisie occidentale, ignorant tous les appels à mettre fin à leur expansion. En 1937, le Japon s'enfonça encore davantage en Chine, marquant le début d'une guerre sauvage et sanglante. En quelques semaines, des milliers de civils chinois furent tués par l'armée japonaise. Et lorsque des rapports faisant état de viols systématiques et de massacres de civils dans la ville de Nankin émergèrent, le monde fut horrifié. Le viol de Nankin, en 1937, fut choquant. Les atrocités étaient inimaginables. Des dizaines de milliers de civils assassinés. Une brutalité systématique à une échelle qui dépassait l'entendement pour les États-Unis. C'était une preuve supplémentaire des intentions malveillantes du Japon, qui entendait coloniser la Chine et exploiter ses ressources. Les Américains avaient toujours aimé se considérer comme les protecteurs de la Chine contre les agressions extérieures. Et l'invasion japonaise constituait un immense défi à cette image d'eux-mêmes. Elle exigeait une réponse. Mais l'Occident eut bientôt d'énormes problèmes propres, des problèmes qui allaient faire paraître la crise en Asie comme un simple spectacle secondaire. En Europe, un autre dirigeant nationaliste d'extrême droite mettait en œuvre sa vision expansionniste de manière dévastatrice. La redoutable armée d'Hitler balayait le continent, submergeant pays après pays et les intégrant à un empire allemand. Pour le Premier ministre britannique Winston Churchill, la menace d'une Europe contrôlée par les nazis était désormais terriblement réelle. Churchill comprit que le seul espoir réaliste de voir l'Occident triompher d'Hitler était que les Américains entrent en guerre, et à partir de 1940, il les exhorta sans cesse « Allez, allez, vous devez comprendre que ce n'est qu'en restant unis face à ces grands maux que nous pouvons espérer l'emporter. » Mais les Américains n'étaient pas réceptifs. Bénis par une géographie simple, le fait d'être à des milliers de kilomètres des autres pays donnait aux États-Unis un sentiment de sécurité. L'Europe était considérée comme un endroit perpétuellement en guerre. Si vous étiez dans l'Iowa, quelle différence cela faisait-il ce qui se passait en Alsace? Quelle menace réelle cela représentait-il pour les États-Unis, à 3000 miles de là, de l'autre côté d'un immense océan? La grande majorité des Américains pensaient que la guerre en Europe ne les concernait pas. En public, le président Franklin Delano Roosevelt veillait à respecter les souhaits de son peuple. 1940 était bien sûr une année électorale et Roosevelt, conscient de la puissance du courant isolationniste, promit aux mères américaines que leurs fils ne seraient envoyés dans aucune guerre étrangère. Roosevelt était quelqu'un qui gardait toutes ses cartes très près de lui. Il détestait s'engager sur des politiques. Il laissait les gens penser qu'il était d'accord avec eux. Mais au fond, Roosevelt craignait d'être très en avance sur le reste du pays dans la reconnaissance de la menace que le danger auquel la Grande-Bretagne faisait face représentait pour les États-Unis. Et bien qu'il ne revienne pas sur sa parole donnée au peuple américain, il savait que les Alliés avaient besoin d'aide. Son objectif, en 1940, était de fournir les matières premières, les avions, les chars, les navires, l'équipement, les munitions, le pétrole qui permettrait à la Grande-Bretagne de tenir bon lorsque, en mai 1940, Hitler envahit la France et que les enjeux atteignirent un niveau sans précédent. Roosevelt ne pouvait pas faire entrer ouvertement les États-Unis dans la guerre, alors il fit tout ce qui était possible sans aller jusque-là. Il commença à inonder les Britanniques d'aide.
Il prit des risques extraordinaires avec des navires américains dans l'Atlantique, cherchant à pousser les Allemands à tirer les premiers. Mais, face à une crise qui s'aggravait rapidement à la fois en Europe et dans le Pacifique, Roosevelt tourna également son attention vers le Japon. Dans sa politique envers l'Allemagne, il gardait toujours un œil sur le Japon. Ce qu'il ne voulait pas, c'était que les Japonais profitent de ce qui se passait en Europe pour s'étendre et saisir l'occasion de commencer à s'emparer des colonies des puissances européennes vaincues. Conformément à sa politique consistant à tout faire sans recourir à la force, Roosevelt adressa un avertissement au Japon lorsque sa flotte navale du Pacifique se rendit à Hawaï pour des exercices. Il prit la décision inhabituelle de l'y maintenir en permanence. La flotte du Pacifique des États-Unis était jusque-là principalement basée en Californie. Roosevelt pensait que déplacer la flotte et la maintenir basée à Pearl Harbor reviendrait à pointer une arme chargée vers le Japon. Il n'y avait aucune autre grande base navale à des milliers de kilomètres à la ronde. Cela étendait la présence de la marine américaine beaucoup plus profondément dans le Pacifique. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec la décision de Roosevelt. L'amiral Richardson, alors à la tête de la flotte du Pacifique, ne pensait pas que le transfert à Hawaï fût une bonne idée. La flotte avait besoin de plus d'entraînement, de plus de navires. Richardson estimait que, si l'on voulait mettre quelqu'un au défi, il fallait appuyer cela par quelque chose de solide. À ses yeux, la flotte à Pearl Harbor n'était pas suffisamment forte pour dissuader le Japon. C'était juste assez fort pour les provoquer. Son aversion pour cette décision entraîna des échanges très vifs avec le président. Et Roosevelt, qui ne tolérait pas la dissidence, le releva facilement de son commandement. Richardson n'avait pas tort. Loin d'être prêt au combat, pour de nombreux marins, ce déplacement ressemblait davantage à des vacances tropicales. Pearl Harbor était cet endroit exotique, lointain. On y sentait délicieusement les palmiers, les chaînes de montagnes. C'était un endroit idéal pour se divertir pendant les heures libres. Pique-nique, sorties, danses, clubs. Il passait vraiment du bon temps. Et la situation géographique de Pearl Harbor le faisait paraître imprenable, à des milliers de kilomètres de toute terre. Il semblait bien protégé contre les attaques aériennes. Il y avait des pistes d'aviation, des installations d'amarrage, des ateliers de réparation, des dépôts de carburant. C'était une base majeure capable de se défendre. La géographie du port offrait à la flotte une protection naturelle. Pearl Harbor était très vaste, mais à bien des égards assez peu profond, et cela était considéré comme un grand avantage défensif contre les attaques à la torpille. À son point le plus profond, Pearl Harbor atteignait environ 40 à 45 pieds. Les torpilles larguées par avion sont des armes lourdes, d'environ 2000 livres. Elles plongent profondément dans l'eau avant de remonter et d'entamer leur course vers une cible. On pensait donc que Pearl Harbor était tout simplement trop peu profond pour qu'une torpille larguée depuis les airs puisse fonctionner. L'atmosphère détendue changea rapidement lorsqu'un nouvel homme prit le commandement. L'amiral Usban Kimmel devint commandant de la flotte du Pacifique. Kimmel était presque l'archétype de l'officier de marine de carrière des années 1930, apprécié de ses subordonnés et admiré par ses supérieurs. Il était très exigeant. Chacun devait faire exactement ce qu'il disait, exactement comme il le disait. Il avait bâti sa réputation au fil de décennies de services dévoués, et ce n'était pas un homme qui tolérait la négligence ou les demi-mesures. Kimmel, comme la plupart des membres de la flotte du Pacifique, savait que la guerre était suffisamment proche pour qu'il faille s'y préparer. Il lança des manœuvres incessantes, entraînant la flotte, multipliant les exercices jour et nuit, poussant ses équipages jusqu'à ce que chaque homme connaisse son poste et son devoir par instinct. Son objectif était clair. Que, le moment venu, la flotte soit prête à porter la guerre jusqu'au Japon et à le détruire en pleine mer. La marine voulait un engagement décisif. C'était le rêve de chaque amiral. Une grande bataille qui réglerait la question. Et le navire capital de chaque marine au monde restait le cuirassé. Kimmel avait été formé sur les cuirassés. Il avait servi sur 9 d'entre eux au cours de sa carrière. Lui, comme la plupart des gens de la marine, imaginait encore régler les affaires en mer lors d'un grand affrontement de navires de guerre blindés, canons tonnants, acier contre acier. C'était une vision de la guerre qui était sur le point de devenir obsolète. La nouvelle flotte américaine ne fit pas grand-chose pour apaiser les ambitions militaires du Japon. Avec l'Europe en pleine tourmente, Tojo et ses collègues virent une occasion de tirer parti du chaos. Ils s'allièrent à Hitler et Mussolini dans un pacte historique, promettant de soutenir leurs efforts impériaux respectifs. La majorité au sein de l'armée japonaise regardait les succès de l'Allemagne nazie et y voyait quelque chose à imiter. Mais le pacte n'était pas sans critique au Japon. Le chef de la marine, l'amiral Isoroku Yamamoto, était profondément inquiet que cette alliance risque d'entraîner le Japon dans une guerre contre les Alliés, ce qui pourrait signifier affronter l'énorme puissance des États-Unis. Yamamoto pensait que ce pacte était insensé, mais il était une voix minoritaire.
Il était parvenu au sommet de la marine japonaise parce qu'il était dur et brillant. Il avait aussi un côté sensible. Il gardait une liste de chaque personne disparue en mer sous son commandement. Yamamoto n'était pas quelqu'un désireux d'entrer en guerre contre les Américains. Il avait passé 2 séjours aux États-Unis, dont une partie à l'université Harvard. Il avait vu l'immense potentiel de la capacité industrielle américaine, les puits de pétrole du Texas, les usines s'étendant à travers le cœur du pays. Et il savait qu'une guerre contre un géant industriel comme celui-ci n'était pas une bonne idée. Mais les doutes de Yamamoto restèrent lettre morte. Le pacte fut signé et enhardi, l'armée japonaise décida de poursuivre son expansion impériale. Une fois que Hitler eut écrasé les puissances de la Hollande et de la France, leurs colonies asiatiques devinrent orphelines, prêtes à être cueillies. Lorsque la France tomba aux mains des nazis, le Japon saisit l'occasion d'envahir le Vietnam français. C'était exactement ce que Roosevelt craignait que le Japon fasse. Il avait désormais les mains liées. Il voulait éviter d'intervenir par la force, mais il pouvait encore frapper durement le Japon. Roosevelt imposa de sévères sanctions, suspendant toutes les exportations américaines vers le Japon, y compris le pétrole. Et cela fut dévastateur, car le Japon tirait 80% de son pétrole des États-Unis. Ce fut un coup énorme. Roosevelt promit de lever l'embargo seulement si le Japon revenait sur toutes ses actions expansionnistes jusqu'alors. Cela semblait être une décision brillante. Les sanctions n'étaient pas anodines, car à ce stade, le Japon avait plus d'1 million de soldats en Chine. Ils avaient désespérément besoin de carburant. Roosevelt croyait qu'en imposant des sanctions, il maintiendrait les Japonais dans le droit chemin. Mais ne réalisait-il pas pleinement le dilemme impossible qu'il créait? Les sanctions américaines menaçaient de désorganiser tout l'effort de guerre japonais. Le Japon fut alors contraint à un choix déchirant. Soit il devait reculer et accepter les exigences américaines, ce qui signifiait, en fin de compte, renoncer à l'ensemble de ses grandes avancées impériales, soit il devait entrer en guerre pour obtenir du pétrole. Il n'y avait pas de solution intermédiaire. Loin d'arrêter l'expansion du Japon, les sanctions rapprochèrent la guerre. Le Japon se tourna vers une nouvelle source de pétrole, beaucoup plus proche, mais qui se trouvait aux mains d'une autre puissance occidentale. Les Indes orientales, néerlandaises, aujourd'hui connues sous le nom d'Indonésie, possédaient certains des gisements de pétrole les plus riches du monde. C'est là que le Japon devrait se procurer ses ressources. Le risque était que tout mouvement vers le sud les rapproche dangereusement des Philippines contrôlées par les Américains, mais toute prudence restante s'évapora avec un changement spectaculaire de la situation politique au Japon. Le Premier ministre démissionna, Tojo prit le contrôle du pays. Et si la guerre était désormais inévitable, le Japon frapperait le premier. Les Japonais regardaient les Américains et voyaient ce qu'ils considéraient comme la puissance décadente par excellence. Une nation de culture de consommation et de matérialisme. S'ils frappaient les Américains assez durement, et alors que l'Amérique était déjà menacée par les fascistes en Europe, quelles étaient les chances que les Américains parviennent à se ressaisir pour un effort surhumain afin de combattre simultanément dans le Pacifique, l'Atlantique et à travers l'Europe? Les Japonais firent le pari que non. L'idée n'a jamais été de vaincre totalement les États-Unis. Il s'agissait de les épuiser. Les Japonais savaient que l'Amérique avait une population plus importante, davantage d'usines capables de produire, plus d'avions. Mais l'Amérique n'avait pas l'esprit japonais et ils pensaient que cela ferait gagner la guerre. Cependant, toute attaque contre les États-Unis devrait impliquer la marine. Et pour cela, le Japon aurait besoin de l'aide de l'homme qui comprenait mieux que quiconque les risques. Le sceptique de la guerre, l'amiral Yamamoto. Yamamoto pensait que c'était une idée insensée. Il l'avait dit clairement et à plusieurs reprises. Le Japon ne devait pas entrer en guerre contre les Américains. Il avait vu l'Amérique de ses propres yeux, sa richesse, ses usines, son énergie sans limite. Et il savait au fond de lui que c'était un combat que le Japon ne pouvait pas gagner. Mais il voyait aussi dans quel sens tournait le vent. La décision avait été prise au-dessus de sa tête. Les politiciens et les généraux avaient choisi la guerre, et Yamamoto savait qu'il ne pouvait pas dire non. L'endroit évident pour frapper l'Amérique était aux Philippines, le long de la route vers le sud, menant aux champs pétrolifères. Mais Yamamoto conçut un plan bien plus audacieux. Il était de nature joueur. Il avait un jour dit que sa retraite idéale serait de s'installer sur la Côte d'Azur et de passer ses heures à jouer dans les casinos de Monte-Carlo. Et il croyait que la seule chance de victoire du Japon dans le Pacifique était de frapper directement à la jugulaire, de détruire la flotte américaine du Pacifique, désormais stationnée de manière alléchante à Pearl Harbor. Il l'exprima sans détour. Si le Japon devait entrer en guerre contre les États-Unis, la seule chance de survie était de détruire leur flotte dès le premier jour. Cela donnerait au Japon un répit pour se diriger vers le sud, s'emparer des ressources, puis tenter de négocier une forme de règlement politique. Attaquer Pearl Harbor était un acte d'audace militaire stupéfiant. Tant de choses pouvaient mal tourner.
C'était à 3000 miles du Japon. La flotte mettrait 12 jours pour y parvenir, durant lesquels elle aurait pu être repérée à tout moment. Elle devrait se ravitailler en mer à plusieurs reprises. Une opération extrêmement difficile en pleine mer, nécessitant une mer calme et une coordination parfaite. Et être la plus grande difficulté de toutes, était de garder l'ensemble secret. Pendant ce temps, à Washington, les services de renseignement américains avaient percé le code des communications diplomatiques japonaises et les messages qu'ils lisaient dressaient un tableau inquiétant. Tojo se préparait à la guerre. Les Américains interceptaient les communications entre Tokyo et l'amiral Nomura, l'ambassadeur du Japon aux États-Unis. Ils savaient que Nomura recevait des messages de plus en plus urgents, assortis d'une échéance claire. Certaines choses devaient se produire avant la fin novembre, sinon d'autres en découleraient automatiquement. Le ton était sans équivoque. La diplomatie arrivait à bout de temps. Sachant grâce aux interceptions que le Japon était prêt à entrer en guerre, Washington alerta toutes les forces militaires dans le Pacifique. Un message fut envoyé à Pearl Harbor. Il commençait par ce qui est être la phrase de 9 mots la plus célèbre de l'histoire navale américaine. Ce message doit être considéré comme un avertissement de guerre. Il énumérait ensuite des cibles possibles, les Philippines, la Malaisie, d'autres positions dans le Pacifique occidental. L'amiral Kimmel, à Hawaï, reçut ce message. Il se réunit avec son état-major et ils l'analysèrent attentivement. Que signifiait-il? Que devait-il faire? Et ils conclurent que le message indiquait précisément que les Japonais se dirigeaient vers tel et tel endroit, mais ne mentionnait pas Pearl Harbor. Kimmel se concentra donc sur la préparation de ses navires. Ils furent ravitaillés en carburant, bien entraînés, prêts à prendre la mer. Lorsque les Japonais frapperaient, où que ce soit, tout le monde s'attendait à une attaque. La question était où? Tandis que Kimmel préparait sa flotte à réagir en mer, le général Short, de l'armée, était chargé de défendre la base elle-même. Mais Short pensait que la véritable menace viendrait de l'intérieur de l'île. Il y avait à Hawaï plus de personnes d'ascendance japonaise que de toute autre nationalité, y compris les Hawaïens de souche, et un sentiment largement répandu, profondément erroné, voulait que si la guerre éclatait, ils se soulèveraient tous, posant des bombes sous les ponts et commettant des actes de sabotage. Si bien qu'il émit un ordre exigeant que ces terrains d'aviation regroupent tous les avions au centre du tarmac, où ils pourraient être gardés en permanence. C'était une décision qui allait s'avérer catastrophique. Ce que les Américains ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'est qu'une vaste armada traversait déjà l'océan Pacifique, tandis que les diplomates à Washington échangeaient des mémorandums tendus, et que les officiers du renseignement analysaient des câbles interceptés. La flotte japonaise était en mer, invisible et silencieuse, se rapprochant d'heure en heure. L'attaque était à moins d'une semaine. Mais pour les Japonais, cela faisait des mois que tout était planifié. Ils savaient que cela devait être préparé avec minutie. Chaque détail avait été réglé. Ils avaient décidé du mélange d'avions à utiliser, des cibles prioritaires, de qui dirigerait quels escadrons. Rien n'était laissé au hasard, et certaines informations ne pouvaient être recueillies qu'au sol grâce aux milliers de résidents japonais vivant à Hawaï. L'un d'eux était Takeo Yoshikawa, citoyen japonais et officier de marine qui vivait sur l'île depuis 8 mois, dissimulé en pleine vue, travaillant comme espion chaque jour, sans exception. Il avait observé les mouvements des navires et des avions à Pearl Harbor dans les moindres détails. Il savait quels navires entraient et sortaient. Il connaissait leurs habitudes. Il savait où ils accostaient et quand ils étaient vulnérables. Et toutes ces informations étaient envoyées à Tokyo à bord de l'un des porte-avions. La planification atteignit un niveau de détail extraordinaire. 2 maquettes à l'échelle, l'une de Pearl Harbor et l'autre de l'île d'Oahu, avaient été construites sur des tables avec une précision minutieuse. Les planificateurs avaient même fabriqué des navires de guerre miniatures, chacun de la taille d'une barre de chocolat Hershey, afin que les pilotes puissent s'entraîner encore et encore à leur trajectoire d'approche, apprendre d'où venir et s'exercer à reconnaître les repères au sol. Rien n'était laissé au hasard. Chaque pilote savait exactement quelle cible lui était assignée. Les signes d'une attaque imminente continuaient de s'accumuler. Il devint évident que les ambassades et consulats japonais à travers le monde commençaient à détruire leurs machines de codage secrètes et leurs documents. Pourquoi un pays ferait-il cela? Un pays sur le point d'entrer en guerre avec un autre, c'est que le pays hôte viendra frapper à la porte de l'ambassade et saisira tout ce qu'il pourra trouver. La nouvelle de ces destructions fut transmise à la flotte du Pacifique à Hawaï. Kimmel lut le message et il le lut à l'envers. Il interpréta cela comme le fait que les Japonais pensaient que l'Amérique était sur le point de les attaquer et que le Japon détruisait ses documents en prévision. Il existe un fort sentiment de fatalisme dans la culture japonaise. Sacrifier sa vie pour le bien commun, pour l'empire, pour l'empereur, est considéré comme le devoir le plus élevé et le plus grand honneur. Lorsque la destination fut enfin communiquée aux simples marins,
beaucoup firent ce qui s'imposait. Ils commencèrent à rédiger leur testament et à envoyer des lettres à leurs familles. Le 6 décembre 1941, la flotte japonaise se trouvait à 200 milles au large de la côte nord d'Hawaï et se rapprochait de sa destination finale. Contre toute attente, ils avaient survécu à ce voyage épique sans être détectés. 12 jours de silence radio, à travers 4000 miles d'océan ouvert, 12 jours à scruter le ciel à la recherche d'avions de patrouille, à observer l'horizon à la recherche de navires, à se demander si l'heure suivante apporterait la découverte et le désastre, mais cela n'arriva jamais. Le Pacifique, vaste et indifférent, avait gardé leur secret. La flotte américaine à Pearl Harbor n'avait aucune idée de leur présence. Ce même soir, à l'autre bout du monde, le secrétaire à la marine des États-Unis, Frank Knox, organisa un dîner à Washington où des membres de la presse étaient invités. Ils lui demandèrent de dire quelques mots et il s'exécuta. « Mesdames et messieurs, dit-il, je ne sais pas ce qui va se passer. Aucun de nous ne sait ce qui va se passer. Mais je peux vous dire ceci avec une grande assurance. Quoi qu'il arrive, nous ne serons pas surpris. La marine américaine est prête. » Le radar était une invention nouvelle en 1941. L'armée disposait de radars mobiles. Elle en avait installé autour d'Oahu. L'un d'eux se trouvait au point le plus septentrional de l'île, manœuvré par 2 soldats de seconde classe, à qui l'on avait dit d'utiliser leur équipement uniquement pour s'entraîner. Personne ne leur avait dit qu'il y avait de quoi s'inquiéter. À 7h02, le matin du 7 décembre, ils détectèrent quelque chose sur leur écran, une grande masse d'avions. Ils ne pouvaient pas dire combien, mais il y en avait beaucoup, se dirigeant droit sur eux. Ils appelèrent le quartier général. « Il y a un groupe d'avions là-bas. Ils ont signalé. On ne sait pas combien, mais ils sont nombreux. » Le quartier général leur a dit de ne pas s'inquiéter. C'était probablement des avions de la marine ou de l'armée venant du continent. Les soldats avaient en réalité repéré 183 appareils. C'était la première vague d'avions japonais et ils se dirigeaient droit vers Pearl Harbor. À 7h53 du matin, les avions arrivèrent au-dessus d'Oahu pour trouver une cible facile qui les attendait. Pearl Harbor eut lieu un dimanche matin tranquille, alors que les marins américains vaquaient à leurs occupations comme s'il s'agissait de n'importe quel autre dimanche en temps de paix. Certains prenaient leur petit déjeuner, d'autres dormaient encore, d'autres se préparaient pour aller à l'église. Lorsque les premières explosions retentirent, beaucoup pensèrent d'abord qu'il devait s'agir d'un exercice d'entraînement un dimanche, ce qui semblait totalement incroyable. Pourquoi y avait-il des avions dans le ciel? Pourquoi y avait-il des explosions? Cela n'avait aucun sens. Les Japonais avaient clairement misé sur l'effet de surprise, pensant prendre la flotte américaine et les aérodromes au dépourvu. Mais même eux s'attendaient à une réaction, à une certaine résistance. La scène qui s'offrit à eux dut dépasser leurs attentes les plus optimistes. Aucun chasseur ennemi dans le ciel, aucun tir de défense antiaérienne. Les pilotes japonais ont dû comprendre non seulement qu'ils allaient réussir cette attaque, mais aussi qu'ils pourraient s'en sortir avec bien moins de pertes que prévu. Ils avancèrent par une belle matinée, l'air était clair, ce qui rendait très facile l'identification de leur cible. Ils entamèrent alors leur piqué et larguèrent leurs bombes. Les Japonais prirent pour cible les aérodromes, éliminant d'abord les avions de défense avant qu'ils n'aient la moindre chance de riposter. Et grâce aux ordres du général Short, les appareils constituaient des cibles parfaites, garées proprement côte à côte sur les pistes. Les munitions anti-aériennes étaient enfermées, protégées contre les saboteurs que Short redoutait. Pour certains hommes au sol, cela signifiait une course désespérée pour trouver les clés. Les munitions étaient stockées loin de Pearl Harbor, et ils ne pouvaient pas trouver l'homme qui détenait les clés. Ils furent des spectateurs avant de pouvoir tirer un seul coup de feu. Après avoir détruit des centaines d'avions en quelques minutes, les Japonais se tournèrent vers le véritable objectif, la rangée des cuirassés. Tous ces croiseurs et cuirassés étaient amarrés ensemble, la plupart alignés les uns derrière les autres le long du rivage, et les Japonais fondirent sur eux comme un essaim de frelons. En quelques minutes, tout était en flammes. Les marins américains regardaient leurs camarades mourir. Ils voyaient ces navires, qu'ils avaient considérés comme invulnérables. Les plus grands cuirassés du monde commençaient à brûler sous les ponts. C'était une cacophonie de bruit et une cohue d'hommes se battant dans des passages étroits pour tenter de remettre leur navire en état de fonctionner. Les gens passaient par les écoutilles, se précipitant dans les échelles, montant et descendant en toute hâte. Il fallait courir à ces canons et faire quelque chose, n'importe quoi, pour défendre son navire, car sinon, vous alliez tous mourir. Puis, l'attaque s'intensifia encore lorsque les Japonais dévoilèrent leurs armes secrètes. Un marin américain se souvint plus tard du moment où il regarda vers l'ouest et vit 2 torpilles être larguées dans l'eau. Les Américains avaient toujours eu tendance à dénigrer les prouesses technologiques des Japonais. On ne les considérait pas comme de grands ingénieurs, mais c'était une dangereuse sous-estimation, sachant que Pearl Harbor était réputé imprenable face aux torpilles larguées depuis les airs.
Dans les semaines précédant l'attaque, les Japonais avaient mis au point une solution ingénieuse. Ils construisirent un tout nouveau type de torpille spécialement conçu pour fonctionner en eau peu profonde. Ils fixèrent des ailettes en bois et d'autres dispositifs spéciaux aux armes afin d'absorber l'impact initial avec l'eau, permettant à la torpille de plonger moins profondément qu'un modèle classique avant de se stabiliser et de filer vers sa cible. C'était une ingénierie brillante, née de la nécessité. Ils prirent ce que les Américains considéraient comme leur plus grand avantage défensif, le port peu profond, et le retournèrent complètement contre eux. C'était l'insulte ajoutée à la blessure. Les navires américains n'étaient pas seulement frappés par des bombardiers en piqué venus d'en haut. Les torpilles fonctionnaient clairement et elles causaient des ravages. Puis survint le coup le plus dévastateur de toute la matinée. L'une des bombes japonaises, et ce fut une terrible malchance, frappa la soute à munitions avant de l'USS Arizona. La soute était l'endroit où étaient stockées les munitions du navire. L'explosion qui s'ensuivit fut si violente, si catastrophique, qu'elle souleva tout le navire hors de l'eau. Des témoins ont décrit une boule de feu s'élevant à des centaines de pieds dans le ciel, une onde de choc qui a renversé des hommes à bord de navires situés à des centaines de mètres en quelques secondes, à peine pas des minutes, des secondes. Plus de 1100 marins ont été tués, 1100 vies disparues en un instant. L'Arizona s'est enfoncé dans la vase de Pearl Harbor et n'a jamais été déplacé jusqu'à ce jour. Il demeure là, tombeau pour les hommes morts à l'intérieur et monument à ce qui s'est passé ce matin-là. Ce fut le coup le plus dévastateur de toute l'attaque pour un Américain observant les événements depuis le rivage. L'attaque fut plus qu'une catastrophe nationale. Ce fut un cauchemar personnel. L'amiral Kimmel devait jouer au golf ce matin-là avec le général Short. Il était réveillé lorsque l'appel téléphonique est arrivé. Des avions attaquaient Pearl Harbor. Il enfila son uniforme, à moitié boutonné, et sortit sur la pelouse de sa maison, d'où il regarda l'histoire se dérouler sous ses yeux. Des bombes explosaient. Des avions japonais filaient à toute vitesse. Tout ce dont il était responsable brûlait. Mais le cauchemar de Kimmel était aggravé par la conscience qu'il avait manqué une occasion évidente d'agir ce matin même. Environ une demi-heure avant l'arrivée des avions japonais, il avait reçu un appel signalant qu'un sous-marin ennemi avait été repéré et détruit par un navire américain, juste à l'extérieur du port. Malgré cet avertissement, il n'avait pas ordonné à la flotte de se mettre en état d'alerte. Il y a là une grande ironie. L'Amérique a en réalité tiré le premier coup de la guerre du Pacifique. Des charges de profondeur contre ce sous-marin de poche japonais. Les États-Unis ont tiré les premiers, puis se sont relâchés et se sont laissés attaquer. Kimmel avait entendu tant d'avertissements de guerre à ce moment-là que, même lorsque l'USS Ward signala avoir coulé le sous-marin, il ne put simplement pas croire que cela fut vrai. Ce fut l'un des grands manquements de ce matin-là. Kimmel comprit à cet instant, sur sa pelouse, que ses jours comme commandant de la flotte du Pacifique étaient terminés. Il dira plus tard, avec un chagrin qui ne le quitta jamais, que si seulement l'une de ces bombes l'avait tué, cela aurait été bien mieux. À 9h45 ce matin-là, l'attaque était terminée. En un peu moins de 2 heures, les Japonais avaient largué des centaines de bombes et des dizaines de torpilles, paralysant la flotte américaine du Pacifique. 328 avions américains furent mis hors service. 19 navires de la marine furent détruits et au total, 2403 Américains furent tués. Un marin décrivit la scène alors que la flotte quittait le port dans les heures qui suivirent. C'était une chose terrible, dit-il, de voir des hommes dans l'eau, des corps flottant dans une mer couverte de pétrole, des hommes qui, quelques heures auparavant, dormaient dans leurs couchettes, écrivaient des lettres chez eux, rêvaient de permission à terre. C'était une vision horrible, une vision qui resterait avec chaque homme qui en fut témoin pour le reste de sa vie. Les Japonais pouvaient appeler cela un jour parfait. Ils avaient réussi l'une des opérations les plus audacieuses de l'histoire de la guerre. Ils avaient traversé 4000 miles d'océan ouvert sans être détectés, lancé une attaque surprise dévastatrice et frappé l'ennemi avec une extrême violence. Selon toute mesure tactique, la mission était accomplie. Avec la flotte du Pacifique en ruine, les Japonais pouvaient désormais poursuivre leur expansion territoriale à travers le Pacifique Sud. Dans les 24 heures suivant Pearl Harbor, ils envahirent Hong Kong, la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines, avançant vers le sud à une vitesse fulgurante. En quelques semaines, ils s'étaient emparés de milliers de milles de territoire, balayant des défenses coloniales qui avaient tenu pendant des décennies, atteignant enfin le prix ultime, le pétrole des Indes orientales néerlandaises. Encouragés par leur succès à Pearl Harbor et leurs gains territoriaux spectaculaires, avec désormais l'approvisionnement en pétrole alimentant leur vaste machine de guerre, les Japonais se sentaient plus puissants que jamais. Un empire prenait forme, la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. La grande vision du Japon, d'une Asie libérée du contrôle occidental et unie sous la direction japonaise, semblait devenir réalité. Mais l'homme à l'origine du plan pour détruire Pearl Harbor, l'amiral Yamamoto, ne partageait pas l'euphorie de ses collègues dans les jours qui suivirent
poursuivirent l'attaque. Yamamoto sombra dans une profonde dépression. Il craignait que la frappe, malgré toute sa brillante exécution tactique, ait manqué ses cibles les plus importantes. Yamamoto, ayant vécu aux États-Unis, comprenait deux choses essentielles que la plupart de ses collègues ne comprenaient pas. Premièrement, que les Américains vénéraient leur cuirassés. Le cuirassé était le symbole de la puissance navale américaine, la fierté de la flotte. Si l'on mettait hors de combat les cuirassés dès le premier assaut, les Américains auraient le sentiment d'avoir été privés de leur arme la plus redoutable. Et de ce point de vue, l'attaque avait réussi. Mais, en second lieu, et c'est ce qui hantait Yamamoto, les Américains disposaient de très bons porte-avions, avec d'excellents appareils et des pilotes bien entraînés à leur bord. C'était cela qu'il fallait vraiment détruire. Et le pire résultat possible de l'attaque aurait été d'anéantir les cuirassés tout en laissant les porte-avions intacts, ce qui était exactement ce qui s'était produit par pur hasard, par les seuls aléas des horaires et de la routine. Les 3 porte-avions du Pacifique des États-Unis ne se trouvaient pas à Pearl Harbor le matin du 7 décembre. Ils étaient en mer, menant des exercices loin du port. Tandis que ses collègues balayaient cela comme un détail mineur, Yamamoto en comprenait l'énorme importance. C'était un innovateur, un visionnaire très en avance, sur presque tous dans la compréhension de l'avenir de la guerre navale. Il savait que les porte-avions, et non les cuirassés, représentaient la vague à venir, que l'ère des grands dreadnoughts cuirassés touchait à sa fin et que celle de l'aviation navale commençait. Et si l'on considérait les porte-avions comme les unités fondamentales de la flotte, alors Pearl Harbor n'avait rien fait, absolument rien, pour affaiblir la marine américaine. Mais il y avait une autre raison. L'humeur de Yamamoto était sombre. Comme il l'avait craint depuis le début, l'opinion publique américaine n'avait pas réagi comme ses collègues militaires l'avaient prévu. Loin d'être sidéré au point de se soumettre, l'attaque avait produit l'effet exactement inverse. Les Japonais avaient donné un coup de pied dans un nid de frelons. Les Américains étaient indignés, furieux, d'une manière que les stratèges japonais n'avaient jamais imaginée. Ils ne pouvaient pas rester sans réagir. Ils devaient riposter. Les gens voulaient participer à la guerre. Ils affluaient vers les bureaux de recrutement. Les bureaux de recrutement à travers le pays furent submergés de volontaires. De jeunes hommes qui n'avaient jamais songé au service militaire faisaient la queue avant l'aube. Un pays comme les États-Unis n'allait jamais être mis à genoux par la perte d'une seule bataille, aussi dévastatrice fut-elle. Même si les Japonais avaient coulé chaque cuirassé, s'ils avaient trouvé et détruit ces porte-avions, cela aurait malgré tout signifié que les États-Unis étaient galvanisés dans une guerre totale. L'attaque n'a pas brisé la volonté de l'Amérique. Elle l'a forgée. L'homme qui comprit immédiatement la véritable signification de Pearl Harbor peut être le seul dirigeant au monde à l'avoir pleinement saisi dès ce premier jour, fut Winston Churchill. Lorsque la nouvelle de l'attaque lui parvint, il comprit aussitôt ce que cela signifiait. Il savait que, bien qu'une immense quantité de morts et de destruction restât à venir, une fois les États-Unis entrés en guerre, avec leur prodigieuse puissance économique et industrielle, leurs ressources illimitées et leur énorme population, les Alliés devaient, à la fin, l'emporter. Churchill affirma plus tard qu'il s'était couché ce soir-là en se disant « Ainsi, nous avions gagné après tout ». Avec un sentiment anti-japonais à son comble, le président Franklin Roosevelt saisit l'occasion d'unir le pays pour le combat à venir. Le 8 décembre 1941, il se présenta devant le Congrès et prononça un discours qui résonnerait à travers l'histoire. Il qualifia l'attaque de perfide et de maléfique. Il appela le 7 décembre une date qui restera marquée par l'infamie. Puis, avec tout le poids de la colère d'une nation derrière lui, il prononça les mots qui rallieraient 300 millions d'Américains à la guerre. Quel que soit le temps qu'il nous faudra pour surmonter cette invasion préméditée, le peuple américain, dans sa juste puissance, remportera la victoire absolue. D'un point de vue politique, Pearl Harbor fut pour Roosevelt un cadeau inimaginable. Un cadeau qu'il n'aurait jamais pu souhaiter ni prévoir. Tous les obstacles à la lutte contre l'Axe, les isolationnistes, les partisans de America First, les congressistes réticents avaient été comme effacés en une seule matinée de feu, de fumée et de mort. 4 jours après le discours de Roosevelt, l'ampleur de la guerre s'élargit encore davantage. Hitler, dans ce que de nombreux historiens considèrent comme l'une de ses plus grandes erreurs, déclara la guerre aux États-Unis moins d'une semaine après l'attaque de Pearl Harbor. Une Amérique unie et galvanisée était désormais pleinement engagée dans la Seconde Guerre mondiale, combattant sur 2 fronts, à travers 2 océans, contre les puissances militaires les plus dangereuses de la planète. En quelques jours, Roosevelt élabora des plans pour bombarder Tokyo en utilisant 2 des porte-avions même qui étaient absents de Pearl Harbor le matin de l'attaque, ces porte-avions dont la survie avait tant inquiété Yamamoto. En l'espace de 3 mois, la moitié des navires que l'on pensait détruits lors du raid furent remis en service actif. Finalement,
tous sauf 3 seraient entièrement réparés. La machine industrielle américaine, une fois mise en marche, constitua une force que les Japonais avaient catastrophiquement sous-estimée alors que le conflit dans le Pacifique se poursuivait en 1942 et que toute la puissance militaire des États-Unis entrait en jeu. La véracité des avertissements de Yamamoto devint indéniable. Les Japonais avaient remporté une brillante victoire tactique, mais ce faisant, ils avaient réveillé un géant endormi et l'avaient rempli d'une terrible détermination. La guerre ne faisait que commencer, et elle ferait rage pendant près de 4 années supplémentaires.